Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, si j'ai bien compris, c'est maintenant qu'on y va. Je suis vraiment très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour 50 minutes. Je déborde un peu, donc ça va durer sûrement entre 50 et 60 minutes, ma présentation, ce qui est un peu long. C'est pour ça que c'est une très bonne suggestion. Si vous avez des commentaires, mettez-les et j'arrêterai un moment ma présentation pour lire les commentaires et pour pouvoir répondre aux questions, et après je la reprendrai. Euh, Si par contre vous avez une question qui nécessite une réponse immédiate, je sais pas, ça peut être un slide que vous comprenez pas, ça peut être un terme que j'utilise qui est pas compréhensible, ou j'ai très mal formulé ma phrase qui va très certainement arriver. N'hésitez pas à m'interrompre et à me poser une question. Le but, c'est aussi que ce soit interactif et pas un long monologue. Alors, durant les 50 minutes qui arrivent, je vais vous partager mon retour d'expérience d'une transformation du département produit d'une startup qui s'appelle Fabric. Je vous la présenterai après. Euh, Petite précision, c'est un retour d'expérience, donc c'est un retour d'expérience qui est biaisé, limité par évidemment mon expérience et par mes connaissances. Mais c'est pas parce que je partage ce retour d'expérience que tout ce que je vais vous présenter, c'est moi qui l'ai fait. Au contraire, hein, c'est un effort collectif et c'est justement ça que je vais essayer de vous expliquer durant ces 60 prochaines minutes. Alors, je vais expliquer d'abord le contexte et surtout expliquer d'abord Fabric, qu'est-ce que c'est. Alors, c'est un logiciel en tant que service, alors, parfois on parle de SaaS, destiné aux industries. Alors, je ne vais pas vous faire perdre trop de temps en vous expliquant tout le métier que couvre la solution, mais rapidement, cette solution aide à l'application des standards de qualité, de sécurité et de production au sein des usines, et pour être plus, on va dire, compréhensible, c'est une sorte de mélange entre Trello pour la gestion de tickets, Typeform pour la création de questionnaires personnalisables, Google Calendar pour le cadencement de ces formulaires, et Power BI pour la visualisation des données. Et donc ça, c'est destiné aux usines. Je suis arrivé en juillet 2022, donc ça fait pas si longtemps que ça fait tout juste 10 mois, au sein de la startup en tant que Head of Engineering. Alors ce titre, que je n'arriverai jamais à prononcer, consiste principalement à structurer et organiser le département produit, c'est-à-dire poser un cadre des process, mais aussi des pratiques, expliquer aussi des comportements à adopter. Et mon rôle consiste également à recruter et manager aussi bien des ingénieurs que des managers d'ingénieurs. Alors, je suis arrivé à une période charnière de Fabric. Pourquoi? Parce que j'arrivais en juillet et en juin, Fabric fêtait ses 3 années d'activité, ainsi qu'une levée de fonds de 4 millions d'euros, dont le but principal était de développer à la fois la base de clients, c'est-à-dire avoir plus de clients, mais développer aussi bien le business au sein des clients qu'on avait déjà, donc c'est-à-dire faire une expansion. Pour y parvenir, ce qui a été décidé, c'était de mettre l'effort sur le département produit afin qu'il réponde à un certain nombre de besoins clients, de nouveaux besoins clients, afin qu'on s'adresse à des nouveaux clients donc. Donc, on arrivait à pour but d'aider en gros le département à satisfaire trois objectifs. C'est-à-dire produire plus, produire mieux et produire plus vite. Le tout en triplant les effectifs, en triplant les effectifs, parce qu'il a été décidé de tripler les effectifs du département pour permettre pour permettre de produire plus, notamment. Mais aussi, ce qui a été prévu, ce qui a été décidé, c'est de changer radicalement les process et les pratiques en place, tout en s'assurant de créer un environnement qui permet l'épanouissement des salariés. Le but, c'est pas de produire plus, c'est de cramer tout le monde, mais c'est de s'assurer que tout le monde ait plaisir à travailler ensemble. Alors, Fabric étant une startup, tous ces changements doivent être faits rapidement. Je ne sais pas si vous avez l'habitude des startups, mais généralement, quand on décide de quelque chose, ça doit être fait pas dans les 12 ou 24 mois, mais de suite, maintenant, même hier. Sauf que quand je suis arrivé, plutôt que de foncer tête baissée en appliquant des solutions ou des frameworks pré-mâchés que j'avais pu apprendre dans mon passé, on va dire, un peu sombre de consultant coach agile, j'ai commencé à... Mes premières actions ont été d'analyser en fait l'existant. Et ça se fait extrêmement simplement. Alors, la chose la plus simple à faire, c'est d'abord d'assister aux différents daily meetings des différentes équipes.
Alors pourquoi? Parce qu'en daily meeting, on apprend vraiment plein de trucs juste en observant les personnes. Qui parle en premier, quels sujets sont traités en premier, quels sujets sont traités en dernier, comment les personnes réagissent face à une tâche qui est bloquée. Est-ce qu'elles se disent OK, bon, passons à une autre tâche, ou est-ce que l'équipe se réunit pour réfléchir à comment surmonter ce blocage. Quelles sont les personnes qui s'expriment pas, qui n'écoutent pas, comment le groupe réagit lorsqu'il y a deux personnes qui sont pas d'accord et qui monopolisent la parole, etc. En fait, par la toute petite lorgnette du daily meeting, très vite on comprend les dynamiques, les croyances, les jeux de pouvoir, les tensions au sein d'une équipe. Donc ça, c'était la première chose qui m'a permis d'apprendre en quelques jours beaucoup de choses sur le département et sur ses équipes. Enfin, d'abord sur son équipe, parce qu'il n'y a d'abord qu'une équipe. Et ensuite, j'ai envoyé un questionnaire tout simple, un questionnaire de satisfaction à l'ensemble du département afin de recueillir les idées et les observations de tout le monde, savoir ce qui avait été expérimenté, les idées d'amélioration, tout ce qui pouvait changer, on va dire, le cours des choses. Et donc, mes observations liées aux réponses que j'ai obtenues au questionnaire m'ont permis, dans un premier temps, de comprendre qu'il y avait un certain nombre de problèmes au sein du département. Que les problèmes étaient nombreux et même, on va dire, très nombreux. Je ne vais pas tous vous les lister, hein, le but c'est pas d'être exhaustif, je vais plutôt vous partager les principaux. Alors, pour résumer, c'est que le principal problème qu'il y avait, et qui résume un petit peu tous les problèmes, c'est que chacun travaille plus ou moins dans son coin, et en partageant plus ou moins ce qu'il fait. Et cela crée une situation où il n'y a pas véritablement de collectif, et obligatoirement, au sein du département, et où il est difficile de savoir ce qui se passe, car il y a beaucoup de travail caché. Et cela est accentué par une tradition orale de la transmission d'informations, sauf que cette transmission orale, elle est peu compatible avec le fait que l'ensemble des personnes travaillant au sein du département produit sont en télétravail. Ça, je ne vous l'ai pas expliqué lors du contexte, mais c'est que les personnes sont, dans l'immense majorité, ne vivent pas à Paris, ou en tout cas ne vont pas dans les mêmes locaux pour travailler. Tout ce que je viens de vous dire, donc, ça contribue à une certaine désorganisation du département, et qui se traduit par des variations très longues dans la finalisation des tâches, qui peuvent prendre aussi bien 2 jours que 25 jours. Et cette imprédictibilité s'explique par de nombreux facteurs. Moi, j'en ai expliqué quelques-uns là, mais il y en a d'autres. Il y a le fait que, notamment, qu'il y a une seule personne qui en maîtrise certains sujets techniques, ce qui crée un goulot d'étranglement, évidemment, parce qu'on doit toujours passer par elle pour ces sujets-là, et qui dit goulot d'étranglement dit temps d'attente. Et donc, typiquement, on avait une personne qui était la seule à avoir certaines connaissances de certains éléments de l'infra et du back-end, et en plus, cette personne vit sur un autre fuseau horaire, ce qui crée encore plus d'attente et de frustration. Donc. Autre facteur expliquant cette imprédictibilité et le fait que je disais qu'une tâche peut mettre aussi bien 2 jours que 25 jours, c'est qu'il y avait peu de tests, peu de documentation, et donc ce qui fait que c'était difficile déjà de rentrer dans le logiciel, de le comprendre, et ça crée une situation où le logiciel est difficilement maintenable, et quand on ajoute des nouvelles tâches, elles prennent de plus en plus de temps. Alors, il y a évidemment bien d'autres facteurs que ces deux-là, et cette imprédictibilité, elle s'explique aussi par le fait que les tâches à réaliser sont nombreuses et faites toutes en même temps sans être découpées. Et cette imprédictibilité s'explique également aussi par la mise en œuvre par défaut du framework Scrum. Donc je pense que à peu près tout le monde doit savoir de quoi il s'agit. C'est un framework qui globalement est peu compris, et spécialement là au sein de ce département. Et comme il est peu compris, il est mal appliqué, et en plus il était peu, voire pas du tout adapté à notre contexte, qui était un contexte de changement vraiment très permanent, qui collait pas trop avec le fonctionnement d'itération, et on va dire de tunnel dans les itérations. Au-delà de l'imprédictibilité et de l'absence de collectif, il y a bien sûr d'autres problèmes, mais je ne vais pas vous les lister. Et avant de vous partager les différentes actions qu'on a mis ensemble en place pour solutionner ces problèmes, je voudrais d'abord qu'on prenne un petit pas de recul pour comprendre tous les risques qu'il y a lorsque l'on met en place un changement et lorsque l'on souhaite changer en profondeur un département, une équipe, une organisation, une entreprise.
lorsqu'un changement doit être rapide, urgent, comme c'est le cas ici, il peut y avoir la tentation de penser qu'il faut à tout prix augmenter le rythme de travail des salariés. Alors nous verrons en quoi cette intensification du travail est potentiellement une erreur assez grave. Il peut aussi y avoir la tentation de penser que c'est en multipliant rapidement les changements que le département arrivera plus vite à atteindre ce qu'il souhaite. Ça peut paraître logique, hein. Plus on va faire de changements, plus on va les mener, et plus on arrivera où on veut aller. En fait, non, ça ne marche pas comme ça. Ça peut être au contraire même fatal, aussi bien pour l'organisation que pour les salariés. Bref, il existe une infinité de risques qui sont liés à des fausses croyances dans la mise en place de changements au sein d'une organisation. Je vais en évoquer avec vous trois en expliquant à chaque fois comment nous les avons pris en compte et ce que nous avons mis en place pour les éviter. Alors évidemment, là, à chaque fois, je ne vais pas être exhaustif, je vais juste vous présenter quelques actions qui, en fait, témoignent de qui sont, on va dire, représentatives de cette lutte contre ces risques-là. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce qu'entend la sociologue Danielle Linhart par la précarité subjective. Alors, c'est un terme qui peut paraître un peu étrange, notamment lorsqu'on parle d'un emploi, d'un salarié qui est en CDI ou qui a fini sa période d'essai, ou plutôt qui a validé sa période d'essai. Mais pourtant, la précarité dans mon emploi ne se réduit pas à ses conditions matérielles ou objectives. On peut ainsi très bien se sentir précaire alors qu'on est en CDI, période d'essai validée. Mais d'où vient alors cette précarité? Elle vient on va dire, de l'ensemble des incertitudes qui peuvent être grandissantes dans l'exercice de son métier. Typiquement, quand il y a plein de changements qui se passent dans son quotidien, de nouvelles pratiques qui arrivent, de nouveaux process qui arrivent, ça crée beaucoup d'incertitudes et qui peuvent générer une certaine précarité, parce que dans une situation de grand changement, comme celui qu'on a mis en place au sein de Fabric, cette précarité subjective a pu apparaître, même elle est apparue auprès de personnes qui ont changé à plusieurs reprises d'équipe, de collègues, de managers, tout en adoptant de nouvelles pratiques dont on n'avait pas encore la maîtrise ou les repères. Et je vais vous donner un exemple, c'est qu'il est arrivé à au moins 2 personnes, sûrement plus, en quelques mois de changer 3 fois d'équipe, d'avoir 3 managers et de changer totalement de pratique, et ce, en moins de 5 mois. Donc là, on est tous d'accord pour dire que c'est beaucoup trop de changements et que ça crée cette situation de précarité subjective. Donc, pour éviter ce sentiment-là, qui potentiellement est assez destructeur, nous avons mis en place plusieurs choses, et notamment un management de la connaissance que je vais vous expliquer ici. Alors, le management de la connaissance, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, tout d'abord, ça peut signifier plein de choses, mais une des premières choses à faire quand on veut comprendre un petit peu le niveau de connaissance en équipe, c'est d'avoir une cartographie des compétences des personnes qui sont présentes dans l'entreprise. Donc, tout d'abord, nous avons dressé ce qu'on appelle donc une cartographie des compétences, et ça a consisté à afficher des compétences liées au métier de développeur, plutôt d'ingénieur en développement logiciel, et à demander à chaque salarié ayant ce métier-là de s'évaluer selon 4 niveaux. Je connais peu ou pas le sujet, j'ai pratiqué un peu, je connais bien, et je connais assez pour former les autres personnes. Et pour chaque ingénieur, on a listé 34 compétences qui ont été réparties en 5 catégories: technologie, communication, pratique, méthodologie, organisation. Et ça a permis on va dire, au manager de comprendre plusieurs choses. Déjà, de savoir qui pouvait aider dans l'apprentissage d'une compétence. Et donc, ça nous a permis d'inviter les sachants à donner des formations ou à pratiquer du mob programming ou du pair programming avec certaines personnes en particulier. Ça nous a vraiment aussi on les a vraiment incités à prendre la parole, à donner des petites séances de formation, etc. Ça nous a permis aussi de connaître nos zones grises, c'est-à-dire c'est-à-dire tout simplement les compétences au final que personne maîtrise ou qu'on maîtrise peu ou mal. Et pour lutter contre ces zones grises, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. C'est dans le recrutement, première chose, mais aussi c'est dans la mise en place de meet-up au sein du département produit. C'est-à-dire qu'on a fait venir des personnes qui étaient extérieures à Fabric, qui avaient des connaissances et des compétences qu'on n'avait pas ou qu'on maîtrisait mal, pour expliquer certaines choses. Et donc typiquement, là, ce que vous voyez dans ce slide, c'est une liste de meet-up qu'on a pu mettre en place d'octobre à mars. Alors là, toute la subtilité
c'est de faire intervenir ces personnes extérieures au bon moment, c'est-à-dire au moment où le manque de compétences en question pose problème. Parce que si le meet-up, si la transmission de connaissances a lieu trop tôt, les participants auront oublié les informations lorsqu'ils devront les mettre en pratique. Parce que généralement, quand on apprend quelque chose, il faut le mettre en place dans la semaine qui suit, sinon on va oublier l'essentiel. Et au contraire, si le meet-up arrive trop tard, il y aura peut-être eu entre-temps des tensions qui seront créées, ou alors des alternatives qui ont été trouvées, des petites astuces pour contourner ce problème qui sera plus vécu de la même façon. Et là, je suis content que parmi nous, il y ait Arnaud Lemaire qui est Arnaud Langlade, pardon. Excuse-moi, Arnaud, à chaque fois, je te trompe dedans. Je vais me faire taper dessus. Je suis très content qu'aujourd'hui, il y ait Arnaud Langlade. Pourquoi? Parce que il est intervenu au sein de Fabric, et je le remercie. Il est intervenu pour parler de l'example mapping. Et l'example mapping, rapidement, c'est une technique, et Arnaud n'hésite pas à compléter si je dis trop de bêtises, qui s'appuie à la fois sur des exemples donc concrets, mais aussi sur des critères pour illustrer et on va dire et mieux définir un besoin, pour s'assurer que tout le monde ait la même compréhension d'un besoin. Et là, quand il est arrivé, ça faisait déjà quelques jours, maximum quelques semaines, que les équipes du département avaient vraiment du mal à formaliser et comprendre l'expression, formuler et comprendre vraiment le besoin. Et soit le product manager arrivait et donnait trop d'informations, ou rentrer trop dans le détail, ou soit au contraire, il donnait pas assez d'informations, ce qui créait beaucoup d'allers-retours, de questionnements, de frustration. Et vraiment, quand Arnaud y est arrivé, l'après-midi même où il est venu nous faire sa présentation, les équipes se sont réunies pour mettre en place ce qu'il avait présenté. Et le lendemain, le problème qu'on avait totalement disparu. Et donc, l'impact de ce meet-up a été immédiat, mais ça a été le cas aussi d'autres meet-up. Mais je profite qu'Arnaud soit là pour le mettre en avant. Et ces deux exemples que je viens de vous partager, donc la cartographie des connaissances et la mise en place de meet-up, bon, évidemment, c'est pas l'exhaustivité de ce qu'on peut faire en management des connaissances, mais ça montre qu'en donnant les moyens aux équipes, aux personnes de s'entraider, d'apprendre ensemble et d'expérimenter, il est possible de limiter, c'est pas, en tout cas, on limite, on ne met pas fin, mais en tout cas, on limite l'impact de la précarité subjective. Pourquoi? Parce que les personnes ne se retrouvent pas seules face aux différents changements, et elles se retrouvent pas seules face à leur méconnaissance. Et c'est cette solitude qui crée vraiment, qui est génératrice de peur et de souffrance. Mais évidemment, ça doit s'accompagner d'une écoute de ces personnes, d'écoute de chacun, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Autre risque que je voudrais évoquer avec vous, c'est le modèle à la hâte. Alors, lorsqu'on met en place tout un tas de changements, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut être tenté d'intensifier le travail. Et sauf que la combinaison, ou plutôt la multiplication des transformations, qu'elles soient organisationnelles, technologiques et managériales, tout ça, en fait, ça prend du temps et ça crée un certain stress, et il faut en prendre en compte. Et certaines des nouvelles pratiques organisationnelles en plus que nous souhaitons mettre en place, elles visaient à rendre nos process toujours plus rapides, toujours plus réactifs, et ce qui peut inconsciemment et involontairement plutôt créer une intensification du travail. Donc il faut faire très attention à ça, et c'est ce que Corinne Godard qualifie de modèle à la hâte, ou encore ce que l'économiste Philippe Askenazi qualifie de productivisme réactif. Et cela peut aboutir à des troubles du sommeil, des maux de dos, des maux digestifs, tout un tas de trucs dégueulasses, et ça peut créer une vraie souffrance auprès des salariés. Et cela peut rendre aussi très difficile l'intégration des nouvelles personnes, car plus les personnes ont un travail qui est intense, moins elles vont avoir de temps dans la transmission de leur savoir, et donc dans l'accueil des nouvelles personnes. Et donc, pour éviter une telle situation, le rôle du manager et des managers est fondamental, car c'est eux qui vont assurer que le rythme du travail reste soutenable. Et pour y parvenir, la qualité première du manager sera évidemment d'écouter. Là encore, j'y reviendrai plus tard. Et au sein du département produit de Fabric, pour lutter contre l'intensification du travail, nous avons lancé différentes actions. Et je vous en partage les deux. La limitation du travail en cours, on parle de WIP limits, et la définition de règles de vie de travail en équipe.
Mais je vais commencer par la limitation, le groupe limite. Ça, c'est un élément, je vous invite vraiment, si vous devez retenir qu'une chose, c'est ça, ça a eu un impact gigantesque chez nous. C'est-à-dire que face à la multitude de changements, face à la multitude de demandes, d'idées, de nouvelles features qu'il faut à tout prix avoir, les personnes, les équipes ont tendance à vouloir travailler sur plusieurs sujets en même temps et en pensant bien faire. Sauf que, enfin plutôt même d'ailleurs en entreprise, le fait de faire plusieurs choses en même temps, de montrer qu'on est une sorte d'homme ou de femme à tout faire, qu'on peut gérer tout ça en même temps, c'est souvent très valorisé et valorisant. Car ça renvoie à l'image d'une personne qui est très engagée et qui est capable de faire plein de choses. Sauf que ça, bah, c'est une connerie, hein, excusez-moi l'expression. Et nous, on l'a vu, ça, enfin, je l'ai même vu, moi, au sein de nos phases de planification, parce que c'était très visible que à chaque fois, les équipes essayaient de se surengager. C'est-à-dire que le product manager présentait différents besoins. Ah ouais, on peut le faire, on peut le faire. Ouais, vas-y, on peut faire ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc là, le product manager, il est aux anges. Je dis, cool, je vais pouvoir balancer toutes mes features. J'ai un backlog de 10 km, on va tout balancer, quoi. Sauf que les équipes, en fait, elles pensent bien faire. Elles veulent se surinvestir, elles veulent se challenger, elles, elles veulent montrer qu'elles sont là et qu'elles vont mettre la main à la pâte, quoi, les mains dans le cambouis. Et sauf qu'au final, on assiste à une réunion où une équipe se saborde toute seule, en s'engageant à réaliser beaucoup trop de tâches et beaucoup plus de tâches qu'elles sont capables de faire à un rythme soutenable. Et là, si je fais une analogie, il faut imaginer que la capacité de production de l'équipe soit une autoroute et que les tâches à accomplir soient les voitures, comme vous pouvez le voir sur le slide. En fait, plus vous mettez de voitures sur votre autoroute, donc plus vous lancez de nouvelles tâches, et plus vous allez transformer votre autoroute en parking, et au final, il n'y a plus rien qui avance, ou alors c'est très long. Et de plus, ce surcroît de tâches crée une charge mentale qui va vraiment épuiser tout le monde. On se retrouve dans donc des situations où les équipes sont fatiguées, elles sont stressées, et elles délivrent peu. Ce qui crée encore une situation où en délivrant peu, elles vont stresser et elles vont fatiguer. Et on finit par adopter un modèle à la hâte en disant « Ah putain, on est en retard, vite, 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 il faut qu'on fasse quelque chose pour rattraper ce retard. » Et là, on rentre dans la spirale du retard éternel. Et c'est exactement ce que nous souhaitons éviter parce que ça, c'est très destructeur. Et donc, pour ça, il a fallu changer le modèle mental. Ça commence par ne plus valoriser les équipes se lançant sur plusieurs sujets ou même les personnes. Hein. J'avais des personnes dans l'équipe qui se lançaient sur plein de trucs. Mais non, en fait, le but, c'est pas ça, c'est de terminer les choses. Et donc, il faut amener un nouveau mantra, entre guillemets, qui c'est arrêtons de commencer et commençons par terminer. Si vous connaissez Kanban, hein, c'est le grand classique. Et pour y parvenir, au final, il n'y a qu'une seule chose à faire. Et elle est vraiment extrêmement simple, elle est d'une simplicité assez déconcertante. C'est qu'il suffit de limiter le nombre de tâches qu'une équipe fait en même temps. C'est tout. Vous vous dites, on fait maximum ça par étape, pas plus. Si vous prenez d'autres tâches, attention, ça va gueuler. Et donc, si je reprends l'analogie de l'autoroute, c'est vraiment en limitant l'entrée de nouvelles voitures dans l'autoroute que l'autoroute redevient fluide. Mais alors concrètement, à quoi ça ressemble tout ça? Concrètement, là, je vous partage un tableau de visualisation en fait d'un flux de travail d'une équipe. Bon, c'est pas un tableau réel, hein, j'ai là mis des fausses informations, comme vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez vous remarquer, c'est que là, il y a beaucoup de tâches qui sont en cours, mais il n'y a qu'une seule tâche qui est terminée. Et sauf qu'on s'en fout en fait qu'il y ait plein de tâches en cours. Nous, ce qu'on veut, c'est que les tâches soient terminées. On veut que les features, ça soit dans les mains du client. On ne veut pas qu'elles soient en train d'être faites, quoi. Et tout a changé à partir du moment où on a commencé à mettre des limitations pour chacune des étapes. Et là, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, on a pour chacune des étapes du flux de travail, on a mis une limite. Et ainsi, il ne peut y avoir qu'une tâche dans l'étape de validation, que 3 tâches dans l'étape in progress, etc., etc. Et ça a permis à l'équipe de se concentrer sur un petit nombre de choses. De se regrouper aussi quand une tâche est bloquée, parce que là, si une tâche est bloquée, elle va bloquer tout votre système. Donc, il faut se retrousser les manches et dire comment on peut faire pour surmonter ça. Et finalement,
Et ça, je vous montrerai après différentes statistiques, hein. Je peux juste vous dire, franchement, ça marche, c'est trop cool, croyez-moi. Je vous montrerai des chiffres qui prouvent que ça a marché. Et le résultat était là. Ça, je vous montrerai à la fin de la présentation. Les équipes ont délivré plus vite, elles ont délivré plus, mais sans à aucun moment devoir travailler plus ou sans intensifier leur journée. C'est-à-dire pas en stoppant les pauses, mais simplement en travaillant sur moins de tâches en même temps. Et deuxième chose aussi qui est très importante, que je vous conseille aussi de faire, c'est de mettre en place un atelier de règles de vie d'équipe. Parce que l'intensification du travail, elle peut aussi avoir comme source, non pas ce qu'un product manager ou des head of machin veulent amener et poussent toujours plus comme de nouvelles features à développer, mais elles peuvent venir aussi d'une personne au sein d'une équipe qui a un rythme de travail qui n'est pas le même que les autres personnes au sein de l'équipe. Ainsi, il peut y avoir certaines personnes qui travaillent extrêmement vite, qui n'aiment pas faire de pause, qui veulent travailler toute la journée sur des grandes amplitudes horaires. Et il suffit d'une seule personne comme ça, avec ce type de comportement au sein d'une équipe, pour créer du stress, parce que le reste de l'équipe va tenter de suivre ce rythme en pensant que c'est la norme, et d'autant plus si alors, le manager fait l'erreur de valoriser cette personne-là. « Ah, c'est génial ce que tu fais, merci, tu nous sauves. » Donc c'est typiquement ce qu'il faut pas dire, parce qu'après les autres vont se dire « Ah, purée, mais en fait, il faut qu'on fasse ça nous aussi, donc on va faire des heures sup, on va arrêter de faire une pause, ceci, cela. » Non. C'est important pour ça donc de réunir l'équipe et de rappeler le droit à la déconnexion, hein, et le fait que ce qu'on veut avant tout, c'est un travail soutenable. Mais le travail soutenable, un rythme soutenable, signifie pas la même chose pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut réunir les personnes et leur dire, mais c'est quoi pour vous un rythme soutenable et sur quelles amplitudes horaires, par exemple, souhaitez-vous travailler, pour qu'elles se mettent d'accord sur un ensemble de règles à respecter et pour éviter donc de suivre et de courir toujours après une personne. Donc cet atelier-là, plus le WIP Limit, plus un autre atelier qu'on a pu avoir, un autre meet-up qui était dédié à la charge mentale, tout ça, en fait, ont été des éléments qui ont été vraiment très importants dans la lutte contre le modèle ALAT. Alors, troisième et dernier risque que je vais vous présenter, c'est la quête du résultat immédiat. Alors ça, c'est pas que typique des startups, mais c'est particulièrement vrai dans les startups. Mais en tout cas, c'est vrai à chaque fois qu'on met en place des changements. Moi, à chaque fois que j'ai pu mettre en place des changements, ça nécessite toujours plein d'énergie, les gens vont faire plein de choses, et on se dit, bah ok, donc il faudrait des résultats maintenant qui expliquent pourquoi on fait tout ça. Et parce qu'en fait, quand on est en place des changements, on est dans une période, dans une étape de transition qui est pas évidente. Nous ne sommes à la fois plus qui nous étions, et nous ne sommes pas encore ce que l'équipe ou les personnes que nous souhaitons être. Et c'est une période qui est difficile car mettre en place des nouvelles pratiques, des nouveaux process, ça demande énormément d'énergie et de la part des équipes, des personnes. Et c'est une période qui est très fatigante, pardon. Et en plus, c'est d'autant plus difficile que les résultats sont longs à obtenir, et même au début, les résultats sont très décevants. C'est-à-dire que le rendement diminue, généralement, les tensions augmentent, et en fait, tout ça, c'est normal. C'est même plutôt l'inverse. S'il y a eu un statu quo, ou si ça s'était un petit peu amélioré progressivement, rapidement, c'est là où moi, je me serais dit, ah tiens, en fait, il n'y a pas un véritable changement qui est en train de s'opérer. Voilà, le changement, c'est pénible. Au début, il y a une phase de chaos qui va être nécessaire pour apprendre. Il faut en profiter pour apprendre et se comprendre. Et c'est dans ce moment-là qu'il faut éviter à tout prix de revenir à ce qu'on faisait avant. Parce qu'on va se dire, ah, c'est difficile, ah, c'est le chaos. Avant, c'était plus simple, on maîtrisait ce qu'on faisait. Et c'est là où le rôle des managers va être important parce qu'ils doivent soutenir l'effort, féliciter les succès, dédramatiser les échecs en essayant de comprendre ce qui s'est passé, encourager et continuellement expliquer pourquoi nous mettons en place ceci, pourquoi nous faisons ceci, cela, et expliquer grâce à tout ce que vous avez pu mettre en place, on en est là aujourd'hui, et grâce à ce qu'on va faire aujourd'hui, on en sera là demain. Et ils doivent aussi, et là c'est la partie un peu, on va dire difficile, voire insupportable du rôle de manager, c'est rappeler à l'ordre, rappeler au cadre, car il y a de nombreuses personnes qui vont être tentées de prendre des raccourcis ou de rejouer les anciennes pratiques. Et donc là, il y a une notion de discipline aussi qui est importante.
Et c'est également les managers qui vont devoir rassurer toutes les personnes qui gravitent autour de l'équipe. Parce que va y avoir tout un tas de personnes qui voient que des changements arrivent, mais qui voient pas les résultats. Ils voient, peut-être même qu'ils voient que ça empire. Et donc là, ils vont commencer aussi à mettre de la pression. Et c'est au manager de rappeler que le changement prend du temps et qu'il faut être patient. Et qu'il faut surtout pas confondre la temporalité financière, notamment quand il y a une levée de fonds, hein, où on veut que tout soit fait très rapidement, et la temporalité organisationnelle. Euh, pour mettre en place tous ces changements, on s'est appuyé sur plusieurs principes. Alors là, comme on n'a qu'une heure, je vais pas vous tous les lister, hein. Je vais en prendre que deux, mais je pourrais vous en lister d'autres après si vous le souhaitez. Un, c'est l'écoute que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, donc là je vais y aller. Je vais expliquer un petit peu pourquoi c'est intéressant. Et après, c'est l'absence de planification. Alors l'écoute. L'écoute, c'est vraiment l'une de mes convictions en tant que manager, c'est que la plus grande qualité du manager, elle tient en sa capacité à se taire. Dans les risques que nous évoquions précédemment, il y a la précarité subjective, hein, je vous rappelle, le modèle ALAT de Cohen-Godard, l'écoute joue un rôle fondamental car c'est en fonction de ce que le manager entend qu'il va pouvoir ajuster le changement et évidemment sa cadence. Et c'est d'ailleurs dans l'écoute des collègues que nous avons pu modifier des changements en cours, parfois ralentir la mise en place ou tout simplement remettre à plus tard. Mais il y a aussi quantité de sujets. Moi-même, il y a des sujets, je me disais, ah, ça serait particulièrement malin, il faudrait qu'on le mette en place. Et en fait, en discutant et en écoutant les personnes, je me suis rendu compte que non, c'était soit pas le moment, soit complètement con. Je pense aux classes de service qu'on n'a pas mis en place, le changement d'outillage pour la gestion de delivery, la mise en place de démos par équipe, etc. C'est autant de changements où je me disais, tiens, ça va être cool. Et en fait, en écoutant les personnes, je me suis rendu compte que c'était de très mauvaises idées. Autant de changements qui étaient prévus et qui ont été donc annulés. Et cette écoute et cette prise en compte de ce qui est dit ont été vraiment les piliers du collectif que nous souhaitions créer. Et alors là, si je fais un rapide détour pour expliquer les moments d'écoute, très bien, mais quand il y en a trois qui sont vraiment faciles à avoir et que je considère indispensables. Il y a les fameuses discussions, ce qu'on appelle les one-one, discussions qui peuvent avoir lieu toutes les semaines, 30 minutes, avec le manager et son manager. Donc là, c'est vraiment l'occasion d'écouter et donc d'apprendre les besoins, les succès, les difficultés de l'autre. D'avoir aussi tout un tas d'informations sur ce que vit l'équipe qu'on ne voit pas forcément. Il y a évidemment la participation aux rencontres régulières de l'équipe. J'ai évoqué tout à l'heure en introduction, notamment pour les daily meetings, où je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Là, c'est vraiment de l'observation en plus de l'écoute. Et puis, évidemment, il y a les séances de mob ou de pair programming. C'est important d'y assister. Alors, même moi, qui pine rien à tout ça, j'apprends énormément de choses en regardant une équipe travailler en pair ou en mob, ou en ensemble programming. Parce que je vois comment les personnes interagissent entre elles. Et je peux aussi, des fois, les entendre pester sur un sujet. Ou même, des fois, faire la même blague sur un sujet qui les énerve. Et c'est là où je me dis, ah tiens, il y a ce sujet en ce moment qu'il faut qu'on traite. Ou à un moment, il va y avoir des idées et qui sont évoquées. Et c'est là où moi, je me note tout ça et je me dis, tiens, ça serait pas mal qu'on prenne ça en compte pour le changement et pas forcément ce que j'avais en tête précédemment. Et là, il y a l'autre principe, c'est le planning et la planification. Alors, on a eu très rapidement les idées claires, hein, dès que je suis arrivé au mois de juillet sur ce que nous devions mettre en place après avoir écouté, observé, etc. On s'est dit très vite, il faut des recrutements, il faut qu'on sépare l'équipe en plusieurs équipes, il faut qu'on définisse ce qui est une tâche terminée parce que c'est pas clair pour les équipes, il faut qu'on visualise ce qu'on fait, etc., etc. Bref, on a eu très très vite les idées claires sur ce qu'il fallait mettre en place. Et donc la première question qui arrivait et qui arrive toujours dans ces moments-là, ah cool, vous voulez faire tout ça, mais ça va être fait quand alors? À partir de quand telle équipe sera autonome? Et à partir de quand on peut intégrer les nouveaux? À partir de quand on peut expérimenter un nouvel outillage, etc., etc. La vérité, c'est que j'en avais aucune idée. Et personne n'en avait idée. Alors chacun donnait des trucs comme ci, comme ça, selon mon expérience, avant ceci ou cela, mais au final, on n'en sait rien. Et c'est ce que nous rappelle Marie Popendick. Elle a donné une conférence
en 2009, qui s'appelle la Tyranny of the Plant, que je vous conseille, qui est vraiment excellente. Et ce qu'elle nous rappelle dans cette conférence, c'est que les planifications basées sur ce que nous souhaiterions avoir, typiquement, j'aimerais que mon équipe soit autonome ou qu'elle fasse ceci ou cela d'ici 3 mois, en fait, tout ça, ça marche pas. Ces planifications, elles ne fonctionnent pas car elles dépendent d'hypothèses et d'estimations sur un futur auquel on n'a pas la main. Donc, quand on a commencé à recruter, plutôt que de se dire que pouvons-nous faire jusqu'à l'arrivée des nouvelles personnes, non, enfin plutôt, c'est l'inverse. C'est plutôt que de se dire combien de temps va nous prendre la mise en place des nouvelles choses, des nouvelles étapes avant que la personne arrive. On s'est posé la question, mais que pouvons-nous faire jusqu'à cette date? Et donc, les contraintes de l'arrivée des personnes nous ont aidés dans la priorisation des actions à lancer et dans l'acceptation des variations. Et le fait de ne pas se fixer un planning prédéfini du changement, de ne pas se fixer ça à l'avance, ça nous a permis d'éviter en plus d'avoir des conversations interminables sur les estimations, on connaît tout ça. Ça nous a aussi évité le sentiment d'être constamment en retard, parce qu'on aurait été constamment en retard. Et donc, ça nous a enlevé beaucoup de stress inutile. Et là, je dis c'est parti parce que c'est parti pour la liste des actions qui ont été mises en place. Mais avant, je vais peut-être lire les premières questions, parce que là, j'ai parlé beaucoup, peut-être trop. Et donc, je vais voir s'il n'y a pas des questions entre-temps qui ont été posées. Alors, bonjour. Qui c'est qui déteste pas Zoom? Je crois que tout le monde. Comment as-tu trouvé qu'ils pouvaient animer les meet-ups sur les différents sujets? Ah ben alors ça, c'est une super question. Il se trouve que ça s'est fait soit dans mon propre réseau ou soit en demandant aux équipes, vous connaîtrez pas telle ou telle personne qui sait faire ceci ou cela. Ah ben je vois que Rémi a répondu. Donc on peut imaginer que demain, je lance un appel à volontaires pour animer un meet-up via le par exemple. Oui, ok, en fait, vous avez répondu à toutes les questions, c'est génial. Et comment définir les limites des tâches? Ah ben en fait, là-dessus, j'ai pas de réponse. Je vais dire comment on a fait. Et ce qu'on a fait, ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. On s'est dit, par exemple, que pour une étape, on était 2 équipes à travailler, enfin, on avait deux pair programming, enfin 4 personnes qui travaillent en pair. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'une tâche par personne, qu'une tâche pardon par pair. Et donc, on a dit, dans cette étape-là, il y aura que 2 tâches. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait. C'est aussi bête que ça. Pas plus d'une tâche par pair ou par mode programming. C'est comme ça qu'on a fait. Et ensuite, la question sur laquelle tu travailles sera plus rapide. Alors, ok, alors je sais pas si c'était une question, mais Oui. d'accord. Peut-être tu veux préciser, Virginie? Oui, tout à fait. Donc, je voulais revenir sur les ateliers pour les règles de travail. Donc, tu as indiqué qu'il y a eu une petite réflexion sur c'est quoi les horaires classiques, on va dire de l'équipe, etc. Est-ce que c'est quelque chose où tout le monde a dû s'y conformer ou c'était juste pour dire voilà, le cadre général c'est ça qu'on attend de vous. Ceux qui font plus, c'est leur bon vouloir entre guillemets. Enfin, parce que moi, je vois typiquement dans mon équipe, déjà, il y a des personnes qui sont au forfait heure, 35 heures, donc ils font 7 heures par jour. Il y en a d'autres qui sont au forfait jour et qui font 8, 9 heures par jour. Il y en a certains qui ont un petit peu le syndrome du super-héros, enfin, et qui sur qui reposent beaucoup de choses et qui vont aussi faire du travail sur des heures un peu, des heures où il fait pas jour et où on est censé dormir. Exactement. Donc voilà, donc il y a 2 questions. C'est est-ce que ce cadre, c'est un cadre qui a été imposé, enfin auquel on a demandé à tout le monde de se conformer, et comment on gère la diversité juste des contrats, des fois, des contrats de travail des gens. Ouais. Eh bien, en fait, là, le but, c'est déjà que tout le monde s'exprime et que la diversité de la situation que tu viens d'évoquer soit mise sur la table. Et qu'ensuite, il y ait un consentement qui soit fait sur qu'est-ce qui est le mieux pour nous, là, dans cette situation. Il y a des personnes qui ont dit, moi, typiquement, ce que tu as dit, le super-héros, moi, travailler le soir, entre midi et 2, je ne veux pas et je ne peux pas. Et moi, en tant que manager, je dis, je ne veux absolument pas cette situation. Droit des connexions, c'est important, il faut que vous reposiez, je suis pas là pour vous exploiter que dans 6 mois, vous partiez en burn-out. Malgré tout, il y a des personnes qui préfèrent travailler le soir, donc le matin, etc.
Eh bien, à partir du moment où c'est évoqué, où on trouve des terrains d'entente, nous, ce qui a été fait, c'est trouver des moments communs de travail et un rythme commun quand on travaille ensemble. C'est ce qu'on a mis en place et ce qu'on a respecté. Voilà, tout simplement. Je sais pas si ça répond à ta question, mais ça s'est fait vraiment très simplement. Les personnes ont défini des compromis entre guillemets et des espaces communs en Mm. acceptant qu'il y ait des exceptions et que pour certaines personnes, ces espaces communs ne leur suffisent pas pour raison ou pour d'autres, pour des raisons ou pour d'autres, et qu'elles peuvent s'évader et faire selon, en sachant que ça signifie certaines choses. Il y a des personnes qui, typiquement, nous qui travaillons un petit peu de manière seule, ça signifie qu'il ne faut pas qu'elle travaille dans son coin, il faut qu'elle fasse ça avec le consentement de l'équipe, il faut qu'elle présente ce qu'elle a fait dès le matin. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui travaille dans son coin, parce que nous, la norme, enfin, Oui. l'objectif, c'est de créer un collectif. Voilà. Mm. Ça répond à ta question? Oui. Alors, comment tu fais, je réponds à la question de Renaud Bullier, comment tu fais lorsque l'on ne peut pas aider une autre personne pour l'empêcher d'en prendre une nouvelle ou ne rien faire? Alors là, je n'ai pas compris la question. Je veux bien que J'ai désactivé mon micro. Je suis pas étonné que t'aies pas compris. Je m'explique. C'est souvent le cas. Les managers on dit bah il faut s'entraider. Ok. Ouais. Moi je fais que de tel type de langage. Moi j'ai terminé ma tâche. Ok. Je peux pas aller faire une autre tâche parce que j'ai pas la compétence. Donc j'en prends une nouvelle. Ok. Ou alors je fais rien. Et donc les managers sont ultra stressés parce qu'ils disent mais attends sinon il faut rien. C'est pas possible. C'est pas possible. Ben alors déjà, nous, je montrerai après, il y a personne qui travaille tout seul, c'est vraiment l'exception. Et on privilégie le pair ou le mob ou l'ensemble programming, ce qui fait que tu n'as pas une personne qui dit bah, qu'est-ce que je fais. C'est au moins deux personnes qui disent qu'est-ce qu'on fait. L'idée, c'est toujours de dire qu'est-ce que a besoin l'équipe, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble là-dessus. Et si une personne dit mais moi je n'ai pas cette compétence, ben, c'est pas grave parce que tu travailles peut-être avec une autre personne qui l'a et qui va pouvoir te l'apprendre en faisant du mob ou du pair programming. Donc la notion en fait de manque de compétences, il est atténué par le fait on fait travailler ensemble des personnes qui ont des compétences complémentaires. Je sais pas si ça répond à ta question. Euh, Si, il y a toujours l'objection quand les gens travaillent à deux, ça nous coûte plus cher parce que je paye deux personnes pour faire le travail d'une, quoi. Tu n'as pas eu cette objection-là. Alors, le mob et le PR et le mob programming, il y a quantité d'études qui montrent exactement l'inverse. Que sur le très court terme, on perd en capacité de production, mais sur le moyen et le long terme, on gagne en qualité, en maintenabilité du produit, ce qui fait qu'on va réussir à délivrer plus vite qu'on ne l'aurait fait jusqu'ici. On va avoir des personnes qui sont de plus en plus compétentes. On va avoir un partage de la connaissance qui fait que les personnes vont être de plus en plus à l'aise avec la gestion du produit. Et donc ça, il y a quantité d'études qui le montrent. Et une personne qui te dit ça, tu lui dis, bah, écoute, pas de souci, on va faire, on va mesurer et on en reparle dans quelques temps. Et c'est ce qu'on a fait, on a mis en place aussi. Nous, on a mesuré, on a tout mesuré. Et je vous montrerai les chiffres après. Et les chiffres ont montré que bah, travailler en mode programming, on a travaillé à la fois plus vite et on a produit plus. Et ensuite, il y a une question. Merci. Il n'y a pas eu de crainte de non-productivité en mettant une whip limit trop bas. C'est exactement l'inverse. Plus ta whip limit est basse, plus ta productivité va être augmentée. Moins tu travailles sur des sujets, plus tu te concentres sur des petites tâches, sur une seule tâche, plus elle va être terminée vite et plus tu vas passer à la suivante. Et là encore, c'est très important d'amener des mesures et je vous montrerai différentes mesures qu'on a pris en compte pour prouver ça et pour justement casser ce modèle de pensée. As-tu planifié, voire freiné les recrutements pour préserver la stabilité de l'équipe durant le changement? Oui. En fait, je vais en parler juste après du recrutement. On a recruté vraiment très très vite beaucoup de personnes et après on a étalé leur arrivée sur plusieurs mois. Comment tu as vendu et argumenté le principe de zéro planning auprès de ton client, auprès de mes clients? Comment j'ai vendu ça? C'est-à-dire que là, je parle de changement organisationnel. Le client, lui, s'en fiche totalement du changement organisationnel. Ce qui l'intéresse, lui, c'est les features, c'est de voir quand est-ce qu'il a de nouvelles features.
Et ça, c'est une question, la non-planification que j'ai évoquée pour l'aspect organisationnel, mais qui, pour moi, peut aussi s'appliquer pour le délivrer. Et c'est quelque chose qu'on est en train petit à petit de mettre en place. Et plutôt que de dire quand est-ce que la question, c'est pas quand est-ce que ça va arriver, mais c'est quand est-ce que tu le veux. Tu me dis que tu le veux pourtant, pour tel moment, ok, ben nous, on va dire le minimum de choses qu'on peut faire pour ce moment-là. Et c'est de renverser la question pour éviter d'être dans cette situation des estimations qui s'avèrent être fausses, qui crée un planning qui est faux, qui crée une roadmap qui est fausse, qui crée une situation où tout le monde est en retard et stresse pour rattraper ce retard, et qui crée quoi? Le modèle à la hâte que j'évoquais tout à l'heure. Alors, si ça vous va, je vais reprendre le cours. Le recrutement. Ça a été la première chose quand je suis arrivé en juillet. Pas de chance, je suis arrivé en juillet, août, pire période au monde pour recruter. En plus, on me dit quoi? On décide quoi? On dit qu'il faut recruter des ingénieurs avec entre 5 et 15 ans d'expérience, soit les plus difficiles à trouver, et je me dis, bon, ça va être compliqué. Au final, on a réussi. On avait un objectif de recruter, alors 11 personnes, ça peut vous paraître peu, 11 personnes en juillet-août, mais sachant qu'on n'était que 9 à la base, donc on a voulu doubler en juillet-août, et puis après, progressivement, pour passer à 25. On y est arrivé, et comment on a fait ça? En s'appuyant sur 4 trucs. Déjà, un besoin clair. C'est-à-dire que chaque offre d'emploi, je me faisais chier à écrire au moins un document de 5 pages expliquant absolument tout. Les process, les difficultés, ce dont on avait besoin, pourquoi on recrutait maintenant, la situation, etc. Pour être le plus clair possible, j'ai conscience que la plupart des personnes n'ont pas lu les 5 pages, mais ça me servait après aussi dans mon discours de présentation, pour expliquer le plus clairement possible de ce dont on a besoin pour être sûr de recruter la bonne personne. Ensuite, la rapidité. Alors ça, c'est extrêmement important à faire comprendre à un recruteur, notamment des grosses boîtes, que c'est pas eux qui fixent, c'est pas les entreprises qui cadencent les recrutements de profils qui sont très difficiles à avoir. C'est les personnes qui veulent être recrutées qui qui cadencent en fait tout ça. Donc ça veut dire que quand les personnes m'envoient une question sur le rôle, sur l'entreprise, réponse dans la journée ou plus tard, et ensuite je m'adapte à leur cadence. C'est typiquement, j'avais des personnes qui me disaient premier jour d'entretien, moi à la fin de la semaine, il me faut une proposition parce que j'ai déjà d'autres propositions. Bah ok, c'est à moi de faire en sorte que en 5 jours tu aies fait toutes les étapes de process et que tu puisses avoir une proposition si évidemment tu as validé tous les process. D'autres personnes qui me disaient moi je suis pas pressé, j'ai 3 semaines, j'ai même une personne qui m'a dit j'ai 2 mois, je veux prendre mon temps, pas de souci, on va cadencer sur 2 mois. Donc là, vraiment, rapidité et adaptation au rythme des personnes qu'on veut recruter. Mettre en place le pair programming au sein du recrutement, très très important, c'est-à-dire on a à chaque fois fait en sorte que la personne qui passe un recrutement fasse du pair programming avec une personne de l'équipe technique. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen de voir comment la personne réagit face au feedback, face aux demandes de modification, on peut comprendre très vite son modèle mental, sa façon de travailler, et elle aussi, elle peut très facilement se projeter. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne-là? Le pair programming, pour ça, il amène une réponse très, très, très rapide sur est-ce qu'on a envie de travailler ensemble. Et après, l'honnêteté, c'est aussi très important. C'est-à-dire que j'ai évité à tout prix de vendre aux personnes le fait qu'on est la boîte parfaite, qu'on est géniaux, que c'est une start-up avec plein de valeurs terribles, qu'on est tous potes, que c'est une famille. Pourquoi? Parce que ça, c'est un bullshit que je trouve insupportable. Ça crée après une situation où si la personne elle arrive, l'entreprise, elle voit un gap entre ce qu'elle a entendu et ce qu'elle voit, et elle démarre en étant déçue. Donc ça, après, rattraper cette déception du début, c'est très, très, très dur. Et ensuite, je trouve qu'en étant très, très honnête en disant « ça, chez nous, ça fonctionne pas bien. On n'a pas ces compétences, on n'a pas ces connaissances. Là-dessus, on est nul. » Très vite, la personne peut se dire « ah ouais, cool. Moi, là-dessus, je vais pouvoir apporter des choses. » Ou « ça, c'est le problème. Je peux très bien vivre avec. » Ou au contraire, elle va dire « ah ouais, ça, c'est ça votre situation, ça m'intéresse pas. » Dans ce cas-là, si ça t'intéresse pas de vivre dans cet environnement-là, on arrête là. Ensuite, mise en place de pratiques communes, ça a été aussi fait dans les premières semaines. On s'est rendu compte que chacun travaillait je vous ai dit au début, de son coin.
On a mis en place des rituels communs, bon, les daily meetings, les rétrospectives, etc. On a fait en sorte que les personnes travaillent sur des petites tâches, c'est-à-dire que on découpe les tâches en petites tâches de taille identique. La visualisation de ce qu'on fait pour éviter le travail caché, la limitation de l'encours, ça j'en ai parlé, le fait qu'on travaille plus tout seul, mais au minimum en pair programming ou en mob / ensemble programming. On se fixe des objectifs à la semaine. Toutes les semaines, on communique et je vous expliquerai plus tard comment. On montre, on est vraiment dans le... vraiment, on montre ce qu'on fait. On dit pas, tiens, j'ai fini ça. Non, regarde, j'ai fait ça. Et le refactoring, hein, pour toujours laisser l'endroit plus propre quand on part que quand on a retrouvé, quand on est, je sais pas, je n'arrive pas à formuler cette phrase, mais j'espère que vous l'avez compris. Alors là, je le dis comme ça paraît super simple de dire bon, allez les gars, maintenant à partir de maintenant, on travaille comme ça. Sauf que pour une quantité de personnes, ces pratiques étaient pas simples, voire étaient inconnues. Donc là, on a créé un nouveau rôle. On a créé un rôle qu'on a appelé un rôle de flow facilitateur. Le rôle de flow facilitateur, en fait, on a défini sa mission, ses objectifs, ce qu'il devait faire, ce qu'il ne devait pas faire. Et en gros, c'était de s'assurer que les pratiques soient comprises, qu'elles soient appliquées, et qui s'assure de faire le lien entre les différentes personnes et de s'assurer que s'il y a un problème, qu'il soit, on va dire, surmonté. Et on a demandé aux personnes, voilà, ça c'est un nouveau rôle qui arrive, qui a envie d'avoir ce rôle-là au sein de chacune de vos équipes? Et il y a des volontaires qui sont prononcés, et on a même dans une équipe, des fois, plusieurs facilitateurs dans une même équipe. Et on a dit aussi, pour amener encore plus de compréhension, voilà différents niveaux que peut avoir votre équipe dans la gestion, dans le management de son flow. Vous allez vous évaluer sur chacune de ces étapes-là, et ensuite, vous allez réfléchir à comment passer d'une étape à une autre, et le facilitateur, le flow facilitateur va vous aider là-dedans. Donc ça, c'est un rôle qui a été vraiment provisoire. Au bout de 2 mois, quand on a vu que les pratiques étaient comprises, intégrées, hop, ce rôle a disparu. Là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Ensuite, l'étape d'après, ça a été la séparation. Je vous ai dit, au début, il n'y avait qu'une équipe. Sauf qu'on est passé très vite de 8 à 20, puis 25 personnes. Donc, il a fallu séparer les équipes. Donc, on a d'abord créé 5 équipes. Après, il n'y en a eu que 4, parce que dans les 5 équipes, il y avait une équipe temporaire. Comment on s'y est pris? De manière très simple. On allait voir chacun individuellement. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais? Si tu devais séparer l'équipe en plusieurs équipes, comment tu t'y prendrais? Et donc là, chacun a amené ses petites idées. Et ensuite, chacun aussi avait des questions. Ah oui, mais si on travaille en équipe, c'est pareil, qu'est-ce qui va se passer pour tel sujet? Et comment on va s'y prendre pour faire ça? Et s'il y a des sujets transverses, etc., etc. Et donc là, on répondait à chaque fois aux personnes, on notait la question, on documentait ça. Et à la fin, on s'est rendu compte que plusieurs choses, c'est qu'on avait une grande documentation de toutes les questions auxquelles on avait eu et qu'on avait répondu, et qu'on avait aussi un lien commun entre toutes les idées pour séparer les équipes. Donc là, on a réuni tout le monde, on a dit, voilà, après vous avoir écouté, on s'est rendu compte que c'était vachement plus simple de séparer les équipes comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Vous avez posé un tas de questions, voici nos réponses, et c'est comme ça que ça s'est lancé. Ça s'est très bien passé. Mais très vite, on s'est rendu compte que les 5 équipes qui sont devenues plus que 4 équipes, ça suffisait pas parce qu'il y avait pas mal de sujets transverses. Des sujets qui concernent pas une équipe en particulier, mais peut-être 2, voire 3 équipes. Et comment on fait dans ces cas-là? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des équipes temporaires, on a appelé ça des task force, parce que task force, ça fait bien Startup Nation. Et on a dit, il faut des volontaires qui viennent de différentes équipes. Vous avez dans cette task force un objectif, typiquement, la qualité, c'est d'améliorer la qualité de nos livrables. Vous avez une mission, et quand vous avez réussi cette mission, cette équipe se désintégrera. Chaque équipe transverse, chaque task force, en fait, a ses rituels communs, un rythme qui est le sien. Évidemment, le but, c'est d'éviter de surcharger les personnes. Donc, c'est un rythme beaucoup plus lent. C'est pas typiquement l'équipe qualité, elle se réunit 30 minutes toutes les semaines. Et enfin, dernier type d'équipe, c'est les communautés de pratique. Pour l'instant, il y en a 2. Il y a les communautés de pratique des QA et des managers. Ils se réunissent pour partager leur savoir, pour définir aussi peut-être des actions qu'ils peuvent mettre en place pour améliorer différentes choses. Voilà. Visualisation, donc là, grand classique. On s'est rendu compte que c'était un peu le bordel, que
on ne savait pas vraiment à quel moment on débutait, à quel moment on terminait une tâche. Donc, la première chose qu'on a définie, c'est qu'est-ce que c'est une tâche terminée, quand est-ce qu'on commence à travailler sur un sujet et qu'est-ce qui se passe on parle d'upstream encore moins, mais ce qui passe avant, comment on intervient, etc. Et quelles sont toutes les différentes étapes. Et là, on a défini plusieurs choses, à la fois des étapes communes à l'ensemble des équipes, puis après, chaque équipe a pu avoir des étapes qui étaient spécifiques. Et évidemment, on a tout documenté, parce que c'est notre passion. Documenter quoi? C'est-à-dire définir les règles de chacune des pratiques, en disant, qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans telle étape, et pour les règles de transition, comment il faut faire pour passer d'une étape à une autre, et aussi les règles, vous pouvez le voir dans le document, de la limitation dans chaque étape. Qu'est-ce qui est le maximum de tâches qu'on peut faire dans chacune des étapes. Alors, un point qui a changé, qui peut paraître anecdotique, et qui a changé absolument tout dans notre équipe, c'est l'utilisation de Gazer. Je sais que plusieurs personnes parmi vous, je pense à Roméo, à Arnaud qui sont parmi nous, ont utilisé Gazer. Nous, au début, on n'avait pas Gazer, on n'avait pas vraiment d'outils pour communiquer alors qu'on était en télétravail. Gazer, c'est un outil qui est formidable. Alors, je ne veux pas faire sa pub, hein, il existe aussi d'autres trucs comme WorkAdventure, qui, si vous voulez, recréer un bureau virtuel. C'est un peu le fameux métaverse que voulait Zuckerberg, mais en version RPG rigolo. Sauf que dans l'image que vous pouvez voir, l'image que vous voyez, c'est notre bureau qui est séparé en plusieurs éléments. Et chaque élément, c'est les endroits où se regroupent les personnes. Pourquoi c'est super intéressant? C'est parce que ça permet de casser différentes choses que l'on perd avec le télétravail. Qu'est-ce qu'on perd quoi dans le télétravail? On perd tout le discours informel. Parce que dans le télétravail, ce qu'on a pu voir, c'est que les gens se réunissent et se voient lors de réunions. Et sauf que c'est des réunions, on a des objectifs, et donc on a des discussions qui sont des discussions de production. Et toutes les discussions de la machine à café, et comment ça va, et ton petit toutou, il va bien, et tu fais quoi ce week-end, elles disparaissent. Et c'est dommage, parce que ça permet vraiment de créer un lien social. Et en plus, on perd aussi toutes les discussions de « Ah, mais t'as pas vu, au fait, ce qu'a fait Jean-Claude sur ceci, cela ?» Et ça, dans Gazer, on peut le retrouver comment? Parce que, en fait, on est un petit personnage, on se promène dans cet univers, et dès qu'on croise quelqu'un, notre caméra s'allume, notre micro s'allume, et on peut discuter, et on peut avoir ces conversations informelles. Autre chose aussi qu'on a dans le télétravail, imaginons qu'on est une équipe, on a un problème, on se dit « Ah, mais c'est Jean-Philippe de notre équipe qui pourrait nous aider. Attends, j'envoie un message sur Slack. J'attends qu'il nous réponde pour voir quand est-ce qu'il est disponible. Ah, il nous a répondu. Il peut venir nous parler. » Là, c'est insupportable, ça crée un temps d'attente qui est insupportable. Là, je suis sur Gazer. Typiquement, je vois que Jean-Charles Edouard, à côté, il est disponible. Je vais le voir. Salut Jean-Charles. Excuse-moi de te couper dans ta réflexion, qui est là profonde, mais j'ai besoin d'une réponse urgente là pour mon équipe. Et là, on réduit considérablement les temps d'attente. Alors, Gazer, comment on l'a mis en place? Au début, les gens étaient extrêmement sceptiques en disant ouais, c'est un petit jeu, c'est un gadget, etc. C'est pour des geeks, machin. J'ai dit ok, pas de souci. Ce que je vous propose, c'est qu'on met ça en place dans une équipe. On voit comment ça se passe dans l'équipe et progressivement, on décide d'arrêter ou de continuer. Et ce qui s'est passé, c'est que l'équipe a adoré. Elle a commencé à en parler. Donc là, il y a d'autres personnes qui sont venues. Progressivement, on est passé à 2 équipes, puis après tout le département, et aujourd'hui, la discussion, c'est de passer toute l'entreprise sur Gazer, parce que on se rend compte que ça facilitera grandement les échanges et les conversations entre nous. Je vous ai parlé de communication tout à l'heure, et bon, là, on voit pas grand-chose, parce que j'ai tout flouté. Et, un des gros problèmes qu'on a eu, c'est qu'on était considéré comme une boîte noire. J'entendais à chaque fois, ouais, mais alors vous, département produit, on ne sait pas quand est-ce que vont arriver les choses. Vous avez plusieurs équipes, on ne sait pas qui fait quoi. C'est pas clair pour nous. Donc, il y a eu un grand travail qui a été fait, et je remercie Rémi qui est parmi nous parce qu'il a été extrêmement bon là-dedans et extrêmement utile dans la réussite de ça. C'est que on a mis en place 3 choses. Déjà, la communication entre nous. Toutes les semaines, on a testé plusieurs formules, mais celle qui fonctionne, c'est toutes les semaines, le vendredi, pendant 30 minutes, on se réunit. C'est 30 minutes où chaque équipe a 5 à 10 minutes maximum pour présenter son sujet. Et ensuite, attendez, hop.
excusez-moi, le temps d'une heure est écoulé, je viens de le prendre par le modérateur, il faut que je me dépêche parce que je me rends compte que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Et donc, excusez-moi, et je vais essayer d'aller vite. Et aussi, on a partagé ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert, etc. Et on a fait aussi la communication auprès de l'ensemble de l'entreprise. Donc ça, c'est toutes les 2 semaines où là, on montre, regardez, hop, je vous présente ce qu'on a fait. Et ensuite, il y a une conversation, c'est là que je vous montre, toutes les semaines sur Slack, un résumé de l'activité de l'équipe. Attention, et là j'ai bataillé pour ça, c'est un résumé qui est destiné à l'ensemble de l'entreprise. Donc il ne faut pas l'avoir dans un langage d'ingénieur, parce que, excusez-moi, hein, souvent les ingénieurs ont tendance à utiliser leur langage pour communiquer à des noms d'ingénieurs, ce qui crée beaucoup d'incompréhension. Et donc là, c'est un résumé sur voilà les événements de la semaine, est-ce qu'on est content de ce qu'on a fait ou pas, etc., etc. Bon, là, j'ai un peu plus de temps et j'ai beaucoup d'autres choses. Donc là, je vais aller très très vite et je m'en excuse. Et après, je prendrai le temps plus tard, soit à un autre moment, soit dans vos questions à répondre. Donc là, c'est juste pour vous montrer que pour résoudre des problèmes, désormais, on passe par des phases de visualisation et c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place. Visualiser la timeline des problèmes, définir des irritants et des actions. Et en visualisant, on comprend beaucoup mieux le problème. C'est très, très inspiré du value stream mapping, hein, j'ai rien inventé. Et là aussi, je vais passer très rapidement là-dessus. Tout ça, c'est accompagné la mise en place d'une politique managériale qui se fait en faveur du collectif. C'est-à-dire que les personnes peuvent définir si, dans leurs évolutions de carrière, si elles veulent évoluer en tant que dans leur métier ou en touchant à d'autres rôles. Mais l'évolution au sein de son métier passe par un rayonnement au sein de son équipe, puis et donc une approche collective du travail. Donc là, pareil, on pourra, et je pourrais développer plus tard. Et cette réflexion de l'évaluation des personnes et de l'évolution des personnes, ça a été aussi des équipes. On a défini 4 thèmes: le flow management, l'auto-organisation, la qualité de la communication, et à chaque fois dire vous en êtes où par rapport à ces 4 niveaux, comment vous situez et qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à un niveau suivant. Donc là, j'arrive à la conclusion. J'ai tout fait, Joanne, pour aller vite. L'objectif, c'était de produire plus, mieux et plus vite, tout en triplant les effectifs. La question, c'est est-ce que, en gros, j'y suis arrivé? Enfin, est-ce qu'on y est arrivé? Alors, on a fait plein de choses. Je vous ai pas listé tout ce qu'on a fait. Là non plus, le truc est pas exhaustif. Il y a notamment la Rémi qui revient d'une visite d'usine. Il y a le TDD, on n'en a pas évoqué. Il y a plein d'autres choses. Eh bien, effectivement, tout ce qu'on a pu mettre en place, ça a permis de résoudre les problèmes que je vous ai évoqués tout à l'heure. On est passé vraiment à une notion de collectif. On a un collectif qui travaille pour un meilleur produit. Mais sauf que c'est toujours pareil, des nouveaux problèmes sont apparus. Des questions renvoient sur le périmètre des équipes, sur l'évolution de la définition de la qualité, parce que des nouvelles personnes arrivent, elles n'ont pas la même définition, donc elles n'ont pas les mêmes pratiques. Il y a 2 mondes qui se rencontrent, et là, on pourra en parler, parce que là, je vous ai listé beaucoup de choses positives, mais la rencontre des 2 mondes a généré beaucoup de tensions, et malheureusement aussi des choses négatives qu'on pourra évoquer si vous voulez après. Comment intégrer les nouveaux rôles? On a eu aussi des QA, on n'avait pas de QA jusqu'ici, donc il y a eu toute la question de comment les intégrer. Et là, je vous montre juste quelques chiffres, et après, je vous ferai la conclusion. Pour vous montrer tout ce que ça a amené. Alors, je vais vous montrer le cycle time histogramme. Si vous ne connaissez pas, c'est très simple. On liste le nombre de tâches sur une période donnée qui ont été effectuées. Et donc là, sur le tableau, on peut voir qu'il y a 5 tâches qui ont été terminées en 2 jours et une tâche qui est terminée en 18 jours. Ce que j'ai surligné en rouge, c'est ce qu'on appelle la queue du cycle time histogramme. Ça symbolise l'imprédictibilité en fait de l'équipe. Ce qu'on veut à tout prix éviter. Parce que là, que l'équipe termine une tâche en 2 jours ou en 18 jours, il y a trop de variations. Et ça, c'est quelque chose que le produit, le client peut pas entendre. Si je dis à mon client, OK, cette tâche, je vais la faire, ça va prendre entre 2 et 18 jours. Quoi? Non, je veux plus de précision. Et donc, avec tout ce qu'on a mis en place précédemment, que je vous ai expliqué, le WIP limit, la séparation des équipes, le fait de travailler en pair programming, etc., etc. Ça nous a permis, là, vous pouvez voir les chiffres de février-mars, il y a presque plus de queue de cycle time histogramme. On a même divisé, on avait 85% de nos tâches qui étaient réalisées en 9 jours ou moins. Maintenant, c'est 85% de tâches qui sont faites en 4 jours ou moins. Là, je vous montre les résultats pour une équipe, mais j'aurais pu vous montrer les résultats pour une autre équipe et qui sont pareils. On peut voir le throughput, c'est la capacité de production, que de mois en mois, on a eu une production qui a augmenté. Et enfin, on a eu un projet qui témoigne,
un projet de migration d'authentification qui était avec plein d'équipes, plein de personnes différentes. Et on a réussi à livrer les 2 premières migrations sans aucun bug et sur les 3e avec un seul bug corrigé en moins de 2 heures grâce à tout ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Et enfin, niveau satisfaction, j'ai l'impression de dire enfin à chaque fois pour essayer de me convaincre que j'ai bientôt fini. Je m'excuse du dépassement et on arrive vraiment à la fin là. Questionnaire, parce que si j'avais fait tout ça, si vous avez montré tout ça et que les gens étaient dégoûtés d'être chez Fabric, je l'aurais totalement mal fait mon travail de manager. Questionnaire fait récemment. Sur une échelle de 1 à 10, 83% des ingénieurs évaluent leur taux de satisfaction, leur niveau de satisfaction compris entre 8 et 10, 10 étant la note la plus haute. Et 91,6% des ingénieurs sont globalement satisfaits ou fiers de leur travail. Ça, c'est une vraie satisfaction. Donc là, ok, c'est vraiment la conclusion. Et je vais passer au dernier slide, je vais en zapper un. Et là, ça sera ma conclusion. Dans la transformation du département produit de Fabric que je viens de vous présenter, ce que nous avons voulu instaurer avant tout, c'est un réflexe du collectif. Je pense que je l'ai assez répété. C'est-à-dire que lorsque je travaille sur une tâche, je sollicite un collègue pour le faire avec lui. C'est-à-dire que lorsque j'apprends quelque chose, je le partage. C'est-à-dire que lorsque je vois un collègue en difficulté, je vais l'aider. Et c'est-à-dire en réunion, je vise le consentement ou face à un problème, je ne décide jamais seul. Et ce collectif est au service d'un travail de qualité et d'un département productif où il est agréable de travailler. Et cela est bien beau, c'est des bien belles phrases. Cela, par contre, ça peut pas être une injonction. Je peux pas arriver et dire aux équipes, à partir de maintenant, vous travaillez ensemble et vous produisez mieux, merci, salut, au revoir. Ça, c'est vraiment construit pas à pas, petit pas par petit pas. On a encore plein de boulot à faire. On est vraiment loin d'être parfait. Et il existe, d'ailleurs, je tiens aussi à préciser qu'il n'existe aucun modèle de management ou d'organisation qui garantisse de parvenir à créer ce collectif-là. Ceux qui vous disent, les gars, moi j'ai un framework pour vous qui va vous permettre de faire ça, ces gens-là vous mentent, ils veulent juste se faire du pognon. C'est vraiment la façon dont on a implémenté ces nouveaux process, ces nouvelles règles, ces nouveaux modes managériaux qui a permis de créer un collectif et qui aujourd'hui, même s'il a encore quantité de problèmes, commence à répondre tout doucement à nos objectifs de qualité de production. Et donc, pour y parvenir, en mon sens, ça ne sert à rien de suivre un modèle, un framework. À la lettre, cela passe par le fait, pour paraphraser donc Suzy Canivin, la sociologue, que je vous conseille vraiment de découvrir, qui a écrit un super livre, c'est d'adopter une démarche résolument participative qui tienne compte des spécificités propres de chacun, mais également des difficultés individuelles et organisationnelles. Et charge alors au manager d'adapter le changement en fonction de ce qui est dit et donc entendu, et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, de se taire. Merci, j'ai fini, et je m'excuse d'avoir passé autant de temps à présenter tout ça. Donc, peut-être que je peux répondre aux questions. Oui, merci Didier. Autant, ça laisse plus de temps pour les questions aussi, du coup. Tant mieux, parce qu'il y en a plusieurs qui ont eu dans le chat, etc. Et je pense qu'il y en a d'autres encore qui vont arriver. Mais n'hésitez pas de répondre à ces questions-là. Et puis, s'il y en a un ou deux oubliés, je me permettrai d'intervenir pour les remonter. Ouais, alors je remonte un petit peu le fil, je dois filer. Ok, ouais, j'ai pris du temps et je m'excuse. Et encore, sachez que j'ai réduit bien. Moi j'aurais pris un peu le temps de regarder un peu, mais il y a Laurent qui a posé la question. Tu emploies souvent on a observé, on s'est rendu compte qu'on a écouté, on a des idées, etc. Est-ce qu'il s'agit du même on ou est-ce que c'est les managers? Est-ce que c'est les gens qui l'ont mis en place? C'est les gens qui l'ont mis en place. Au final, c'est tout le monde. Hein. Tout le monde a mis en place ce qu'on a vu. Il y a évidemment des idées et un cadre qui est fixé par les managers, mais après, il y avait plein de choses qui ont été challengées par les personnes, qui ont été mises en place par les équipes. Donc, quand je dis on, c'est vraiment le département produit. C'est difficile de dire à tel moment c'est telle personne ou telle personne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas une personne. Typiquement, c'est pas moi, mais c'est vraiment l'ensemble du département produit. Et moi, mon rôle, c'était juste de m'assurer que ce changement ait lieu et qu'il réponde à nos objectifs. Alors, j'essaie de remonter. Alors, dans les questions un peu tôt, là, est-ce que tu as planifié, voire freiné les recrutements pour préserver la stabilité de l'équipe durant le changement? Au contraire, je savais que pour réussir ce changement, il fallait qu'on s'appuie sur des personnes avec une certaine seniorité, une certaine expertise,
qui manquaient dans notre équipe. Et donc, j'ai tout fait pour faire arriver ces personnes le plus vite possible, pour que ces personnes soient des points de relais sur lesquels je pouvais m'appuyer pour mettre en place ce changement-là. Est-ce que Flow Facilitator est une réponse à l'adoption de pratiques imposées? Alors, attention, pratiques imposées, j'ai un peu de mal avec ça. L'imposition, comme j'ai pu le dire, c'est que l'imposition, c'est pas ça qui permet de l'acceptation d'un changement. Donc, il y avait évidemment un certain nombre de pratiques qui ont été communes, mais il y a aucune pratique où les gens se sont dit, mais je veux absolument pas faire cette pratique, c'est insensé. Et les Flow Facilitators, leur but, c'était d'aider à leur mise en place et de peut-être des fois aussi de faire comprendre des choses ou de mettre en relation des personnes. C'est vraiment un facilitateur comme un Scrum Master peut être un facilitateur. Je dois vous laisser, voilà. Task Force, ouais. Temporaire, oui, on a aussi l'idée d'équipe temporaire. Ça, c'est très important dans le changement, c'est que on sait que ce qu'on crée, et surtout quand on est dans un truc qui va grandir, on sait qu'il va y avoir beaucoup de changements, donc il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont être temporaires. Donc, alors, le modèle à la hâte, c'est pas un acronyme, hein, c'est à la hâte. C'est en lien avec l'intensification du travail. Les règles communes s'appliquent à Gazer, qui ne peut pas se connecter dessus, etc. Très bonne question. En fait, on a discuté assez rapidement de comment utiliser Gazer. On l'a pas documenté parce que ça s'est fait quand même assez facilement. Mais en fait, quand une personne n'est pas disponible ou ne souhaite pas se connecter, elle peut l'indiquer sur Gazer. Elle peut se mettre en indisponible. On n'a pas besoin d'être disponible tout le temps. Et dans ce cas-là, on peut lui envoyer un message, on peut la sonner et elle répondra quand elle répondra. Donc, les règles communes peuvent également s'appliquer à l'utilisation d'outils, ouais, tout à fait. Est-ce que tu... oui, effectivement. Comment sont définies les paires des devs? Est-ce qu'elles peuvent changer? Oui, elles peuvent tout à fait changer, et même c'est très encouragé. Parce que plus on va changer et plus on va apprendre des autres. Comment elles sont définies? Il n'y a pas de définition claire, c'est vraiment les personnes typiquement qui vont dire ah bah tiens, je veux faire ça, qui veut faire ça avec moi. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu à gérer des partages aussi, par exemple des livrables réguliers avec des démos au reste d'entreprise? Ah bah oui, ça c'était notre quotidien. En fait, ce changement, il avait pour but d'améliorer nos livrables, de les rendre plus rapides et plus qualitatifs. Et il fallait les montrer, il fallait les présenter aussi bien à ceux qui représentent les clients dans notre entreprise qu'aux clients. Donc, ce que tu appelles les démos, en fait, on en fait toutes les 2 semaines à l'ensemble de l'entreprise en présentant exactement ce qui a été fait, en expliquant exactement ce que ça va changer pour le client, pour que les personnes qui sont en contact direct avec le client puissent facilement l'expliquer. Être en écoute des autres n'est pas toujours facile, cela semble central dans ton approche. Quel conseil aurais-tu pour mieux rentrer en écoute? Alors, rentrer en écoute, c'est vraiment pas simple. Moi, j'ai beaucoup lutté. Ça a été une grande difficulté pour moi parce que j'ai tendance à penser à 1 milliard de choses. Et quand une personne parle, je vais dire ah ouais, mais attends, elle m'a dit ça, mais si ça, et ce qui fait que je l'écoute pas. Ou à réfléchir à ce que je vais lui répondre. Donc ça se travaille. Ça s'appelle l'écoute active. Il existe plein de documentation, plein de livres, plein de trucs YouTube là-dessus, consistant à écouter sans réfléchir à ce qu'on va dire ou sans répondre directement, à laisser l'espace pour la personne, très important, et aussi à reformuler pour être sûr d'avoir bien compris. Tu as dit ça, j'ai compris ça, je vois aussi qu'il y a peut-être aussi telle et telle émotion, est-ce que c'est bien ça? Et la reformulation va aider à la compréhension, et donc ça va permettre d'être sûr d'avoir bien écouté et compris la personne. Est-ce que tu penses que le contexte startup qui vient de faire une levée de fonds t'a facilité la mobilisation, les managers et la direction notamment, une urgence positive? Alors oui, effectivement, la notion de changement, c'est impossible d'amener un changement s'il n'y a pas
s'il n'y a pas une notion d'urgence avec. Un changement doit toujours être accompagné d'un sentiment d'urgence, mais attention, ça ne doit pas être une urgence du résultat. Il faut qu'on s'occupe de tout ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on met en place, ça doit passer en premier, tous ces changements-là. Donc, indéniablement, ça m'a aidé. Et pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe des fonctionnements des levées de fonds, mais c'est que après, une fois qu'on a fait la levée de fonds, on a des personnes donc, qui ont mis de l'argent et qui vont demander d'avoir un retour sur leur argent. Et donc, qui estiment, qui disent quand est-ce qu'on va pouvoir avoir ça, ça, ça et ça. Et donc, ça nécessite de faire en sorte que le changement soit rapide, opérationnel et efficace. Donc oui, clairement, ça a aidé. Voilà, je pense avoir répondu à un petit peu toutes tes questions. Est-ce qu'il y en a encore d'autres ou est-ce que c'est... Oui, j'en vois un, je ne sais pas si elle était entièrement répondue. C'est en début de... comment est-ce que tu fais lorsque quelqu'un ne peut pas aider une autre personne pour l'empêcher d'en prendre une nouvelle ou de ne rien faire? Ah, mais ça, on en a discuté tout à l'heure. Ouais. Je peux répondre à ça. Hein. La situation m'est pas arrivée, à vrai dire. Par contre, je peux partager un truc qui est arrivé récemment. Une personne qui est arrivée, c'était vendredi, le dernier. Elle avait 2 heures, elle avait fini tout ce qu'elle avait à faire, elle avait 2 heures, et donc elle s'est dit tiens, qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer de faire un truc nouveau. Et donc ça, c'est typiquement ce que j'essaye aussi d'amener comme réflexion, c'est non, essaye pas de faire un truc nouveau, essaye déjà de voir si on peut pas terminer des choses qui sont en cours. Toujours avoir cette réflexion de qu'est-ce qu'on peut terminer avant de commencer une nouvelle tâche. Donc, va voir tes copains, va voir tes collègues, dis-leur, est-ce que je peux vous aider pour terminer une nouvelle tâche ou est-ce que je peux vous aider sur un truc que vous n'avez pas commencé? Voilà, donc c'est ça que j'essaye d'amener comme nouvelle chose. À quel point le télétravail a-t-il encouragé ou freiné le changement dans cette expérience? Je pense pas qu'il a freiné ou encouragé ni l'un ni l'autre. Le télétravail, comme le travail en présentiel, a ses avantages et ses inconvénients. Le télétravail a les inconvénients que j'ai évoqués tout à l'heure, et donc il faut réfléchir à comment recréer du lien social, parce qu'une entreprise, c'est avant tout un lieu social, autrement que par le fait d'avoir des réunions. Je sais pas si ça... Donc je pense que ça n'a ni encouragé ni freiné. Ça a juste créé une différence avec un autre département qui n'est pas en télétravail. Et donc, ça a créé parfois une certaine incompréhension, d'où le fait que j'ai beaucoup insisté sur ça, c'est qu'il faut communiquer et expliquer, sinon les personnes vont interpréter ce que vous faites et toujours de manière négative. Écoute, hâte de voir la V22. Merci Roméo, à plus tard. Quel est le ratio télétravail bureau globalement? Alors, on a une règle qui évidemment comporte des exceptions. C'est qu'on se retrouve une fois par mois dans nos bureaux à Paris. Il se trouve que certaines personnes, dont je fais partie, là pendant quelques mois, je peux pas me rendre dans les bureaux. Mais sinon, c'est à l'exception de quelques personnes comme moi, on se retrouve au moins une journée, voire 2 jours par mois sur Paris. Avec plaisir, Laurent. Et j'en profite pour dire que si vous voulez continuer cette conversation avec moi, j'ai laissé mon contact LinkedIn. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message, soit pour que je vous envoie la présentation, parce que dans la présentation, après, il y a derrière, j'ai mis des ressources, des livres, et j'ai mis aussi tous les slides que j'aurais aimé vous présenter et que j'ai pas pu vous présenter. Mesure d'efficacité. Ah bah oui, très bien. Eh ben, je peux te montrer d'autres trucs. En fait, la mesure, on a utilisé un outil qui s'appelle Nave pour mesurer différentes choses. On a mesuré, je vous ai montré tout à l'heure, la capacité de production, c'est-à-dire le throughput, sur une période donnée, combien de tâches sont terminées. On a regardé le cycle time histogramme, c'est-à-dire le temps que mettent sur une période donnée les tâches à être faites. On a aussi mesuré ce qui s'appelle le cycle time scatter plot, que je partage là, qui est chaque point en fait est une tâche qui a été terminée. Et ce que vous pouvez voir direct avec
cet indicateur, ce graphique, c'est que vous pouvez voir qu'il y a des tâches, des fois, qui ont vraiment un grand écart. Ça veut dire que là, il y a une grande variation. Et plus les points se rapprochent, plus ça veut dire que la variation diminue. Et là, on peut voir qu'au fil du mois, les variations diminuent. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'après, ça permet d'aller cliquer sur les tâches qui ont pris beaucoup de temps et de poser la question, comment ça se fait que cette tâche a pris 18 ou 20 jours? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça? Donc, le Cycle Time Scatterplot est vraiment chouette pour ça. Et il y a aussi le Cumulative Flow Diagram qui est très intéressant, qui permet de mesurer ce qui rentre et ce qui sort dans votre système. Le but étant d'avoir un rythme à peu près équivalent de ce qui rentre et de ce qui sort. Et là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les droites qui sont pointillées sont parallèles. Ça veut dire que le rythme d'éléments de tâches qui rentrent sont à peu près le même rythme que les tâches qui sortent. Et pour répondre à une question tout à l'heure du WIP limit, plus vous allez limiter le nombre de tâches à faire par étape, plus ces droites vont se rapprocher. Et donc, plus ça veut dire que ce qui rentre sort rapidement. Je ne pense pas en avoir mis note. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à tes indicateurs de mesure, sachant qu'il y a là, c'est les mesures de capacité de production et on est en train de mettre en place des mesures de qualité. Et la qualité, ce qu'on a retenu, c'est le temps qu'on met pour répondre enfin à un incident, le nombre de bugs qu'on a et le nombre de corrections de bugs corrigés qu'on a. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Est-ce que ça répond à ta question, Joanne? Oui, c'est très bien. Merci. Ok, top. Voilà, je pense que Voilà. j'ai fait le tour. Oui, on a fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y en a un à l'oral, faut pas hésiter. Mais J'en profite Ouais, juste. J'ai une Oui. dernière question. J'ai une dernière question. Là, tu as eu quand même, j'ai l'impression, pas mal les mains libres pour pouvoir mettre tout ça en place. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as négocié à ton arrivée? Et comment tu penses que tu as pu gagner la confiance de gens qui ne te connaissaient pas forcément quand tu es arrivé dans l'entreprise pour réaliser ça? Comment tu as fait en sorte de créer le contexte qui a permis tout ça possible? Alors, c'est effectivement, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai eu un CEO et un Head of Technology qui m'ont fait entièrement confiance. Et dans tout ce que j'ai proposé, ce que je peux mettre en place, ils m'ont dit, allez, vas-y, go. Il y a eu évidemment quelques discussions, inquiétudes sur ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que dans les premiers mois, les premières semaines du changement, on voit que la capacité de production diminue. Alors là, les premières interrogations arrivent. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne produit pas plus? Avant, ça faisait mieux. Je dis, OK, c'est là où, faites-moi confiance, ça va arriver. Prenons un peu de temps. Donc là, il y a déjà ce contexte très favorable. Et ensuite, à répondre à ta question de comment gagner la confiance, je pense que pour moi, ce que je veux dire est d'une banalité sans nom. C'est par deux choses. La première, c'est en étant prédictible dans mes comportements et dans mes réactions et dans ma façon d'être. C'est-à-dire qu'on savait que si on allait me voir, j'allais réagir comme ça. On savait que si on avait besoin de moi, j'allais être disponible. Et ensuite, c'est dans les résultats. C'est-à-dire que quand le problème de prédictibilité qu'on avait depuis des mois a été résolu par la mise en place de différentes actions qu'on a pu évoquer, la grande aide de Rémi sur les ateliers éléphants de Carpaccio, il y a eu des victoires comme ça, il y a un ensemble de petites victoires qui ont permis de faire comprendre aux personnes que, ah ouais, en fait, on va dans la bonne direction. Parce qu'effectivement, les premières semaines, les premiers mois, je vais pas te mentir, tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est quoi ces trucs? Je suis pas sûr. Mais dès qu'il y a eu des petites victoires, j'ai vraiment surcommuniqué dessus et expliqué dans quoi ça s'inscrivait. Donc c'est en faisant comme ça que maintenant on est dans une bonne dynamique qui fait que le changement il est plus trop questionné. La question qu'on a maintenant, que j'entends beaucoup, c'est OK, maintenant c'est quoi? Maintenant qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça répond à ta question? En partie, je pense que j'ai d'autres questions, mais on pourra discuter en one-one. OK, d'accord. Et c'est déjà des bons éléments. Merci beaucoup.
Bon, merci beaucoup, Denis, pour ce partage qui contient énormément de choses et toutes ces réponses qualitatives aux questions. Voilà. Euh, je te remercie grandement. Ouais, merci à vous, merci